Ce n'est pas qu'un cliché. Au cours de mes voyages à travers le monde, j'ai observé que les Juifs sont invariablement reconnus comme le groupe le plus prospère parmi les populations locales. Au cours des 2000 dernières années, les Juifs ont été confrontés à l'expulsion ou à la ségrégation de presque tous les pays, mais à maintes reprises, ils ont réussi à s'élever, à recommencer et à amasser des richesses significatives dans de nouveaux pays. Même après avoir été à nouveau expulsés, ils répètent le cycle et retrouvent leur prospérité. Ma communauté a toujours eu une compréhension supérieure de la gestion financière par rapport aux autres. La sagesse intemporelle que je m'apprête à partager avec vous a été transmise de génération en génération, permettant à d'innombrables personnes d'atteindre la stabilité financière et le développement personnel. En suivant ces conseils simples, vous pouvez prendre le contrôle de vos finances et potentiellement amasser une fortune substantielle, voire des millions. Ces conseils ne concernent pas seulement l'argent, ils concernent également la discipline personnelle et reflètent l'amour partagé au sein de votre famille. En transmettant cette précieuse connaissance de la tradition juive, vous réaliserez son applicabilité à n'importe quelle foi ou condition économique. Cette ancienne méthodologie financière est la plus ancienne et la seule à avoir traversé les siècles. Continuance. Avez-vous déjà entendu dire que pour atteindre la richesse et la prospérité, nous devons continuellement visualiser et affirmer ce désir jusqu'à ce qu'il devienne une intention puissante qui attire encore plus de prospérité? Puis il commente, « Je suis prospère et je générerai de la richesse ». Laissez ce commentaire et je vous remercierai du fond du cœur, vous indiquant que vous êtes en passe de devenir le premier millionnaire de votre famille. Maintenant que vous avez commenté, continuons. Remplissez le vide en vous sans trop dépenser pour des objets inutiles. À quelle fréquence achetons-nous des choses dont nous n'avons pas besoin, ou des vêtements que nous ne porterons jamais simplement parce que nous ressentons un besoin irrésistible d'acheter et que nous ne pouvons pas résister? Lorsque nous nous comportons de cette façon, nous comblons en réalité un vide émotionnel par des dettes. C'est un chemin lent mais inévitable vers l'autodestruction, menant étape par étape à la dépression et à la pauvreté. Nous devons apprendre à aborder ces situations d'une manière qui apporte clarté et prospérité plutôt qu'une plus grande confusion. Considérons un instant que deux entités résident en nous. La première est la bête, la partie de notre âme qui régit nos désirs, notre cupidité, notre désir de possession matérielle et notre besoin de gratification instantanée. Il se situe au plus profond de notre ventre et cherche à grandir. Plus nous le nourrissons, plus notre vie devient difficile, car son objectif est de créer du désordre. Cette bête, cependant, a été conçue pour servir de contrepoids à notre deuxième entité intérieure, l'ange. L'ange discerne le bien du mal, mais parfois la bête le submerge. Le vrai problème est que nous nourrissons la bête, lui permettant de se déplacer librement et de dominer l'ange, ce qui à son tour affecte nos finances. C'est pourquoi nos revenus semblent disparaître si rapidement, rendant la stabilité financière insaisissable. Essayons donc une approche différente. Au lieu de nourrir la bête aux dépens de notre avenir, apprenons à la contrôler et à l'utiliser à notre avantage et non contre nous. La première étape consiste à regarder à l'intérieur et à reconnaître que vous êtes également responsable de vos triomphes et de vos revers. La prochaine fois que vous serez tenté d'acheter quelque chose de cher, quittez le magasin et réfléchissez à l'achat pendant une semaine. Ignorez la bête, qui rend la gratification immédiate si attrayante. Je crois que la vraie richesse consiste à apprécier ce que l'on possède déjà plutôt que d'aspirer à ce qui nous manque. Embrassez votre richesse avec une perspective divine. Au fil des années, divers groupes se sont perçus comme victimes de circonstances différentes. Alors que certains ont subi des guerres et des atrocités, les Juifs, qui ont été victimes de victimisation répétée tout au long de l'histoire, se considèrent comme des survivants. La distinction entre survivants et victimes est que les survivants poursuivent leur vie après l'adversité, tandis que les victimes persistent dans leur malheur. Nous reconnaissons que chaque élément de la Bible est destiné à transmettre la sagesse. Nous observons que Dieu a consacré du temps au travail et a réservé le 7e jour au repos. L'idée de budgétiser vient de Dieu pour nous offrir une existence prospère dans le monde qu'il a créé. Par conséquent, nous devons adopter un budget pour imiter Dieu dans nos efforts financiers. Accepter ces vérités éternelles prépare non seulement votre famille à un avenir meilleur et transforme votre histoire familiale, mais cela inculque également la confiance en soi nécessaire. Vous commencerez à vous réveiller chaque jour avec la volonté de vivre, sachant qu'aujourd'hui surpasse hier et que demain est encore plus prometteur. Vous serez en harmonie avec le flux de la prospérité. Jusqu'à présent, vos finances contrôlaient vos actions et votre travail.
Il est temps de changer cette dynamique et d'apprendre à faire travailler votre argent pour vous. La gestion financière est un effort de collaboration, tout comme un sport d'équipe. Dieu a établi des alliances avec Noé, après le déluge et avec Abraham. Un pacte est essentiellement un contrat entre deux parties. Pour réussir financièrement, vous devez créer ce que j'appelle une alliance avec votre famille. Ce pacte démontrera votre engagement envers eux et envers l'avenir qu'ils aspirent à construire ensemble, et ils doivent également s'y engager. Commencez par être transparent sur votre situation financière actuelle et vos objectifs futurs. Discutez des sacrifices que les deux parties sont prêtes à faire pour un avenir plus prospère. Pour progresser financièrement, tout le monde doit être aligné et synchronisé, car vous et votre famille êtes essentiellement dans le même vaisseau financier, semblable à Noé et sa famille sur l'arche. En tant que rabbin, je passe beaucoup de temps à conseiller les couples mariés, en abordant non seulement la compatibilité et l'amour, mais aussi l'harmonie financière. Si vous et votre partenaire n'êtes pas sur la même longueur d'onde financièrement, les chances de réussite de votre mariage diminuent. Le mariage est un partenariat, et ne peut prospérer grâce aux efforts individuels. Les difficultés financières sont l'une des principales causes de divorce. L'argent représente l'énergie. Il répond à nos besoins fondamentaux et nous offre des options et des opportunités. Lorsque nous épargnons et accumulons des richesses, nous acquérons la liberté de décider si et quand nous voulons travailler. Nous pouvons choisir de soutenir des œuvres caritatives locales ou de contribuer à des causes humanitaires mondiales. Nous pouvons également offrir davantage d'opportunités aux prochaines générations. Dans la tradition juive, un acte de charité peut modifier un décret négatif venu d'en haut. La charité améliore non seulement le monde qui nous entoure, mais nous enrichit également en tant qu'individus. Ce principe est la manière dont le peuple juif s'est renforcé contre le chaos en collaboration avec Dieu. Le partage fait place à plus de bénédictions dans nos vies. Donner crée un cycle infini. Vous gagnez, vous donnez, puis vous gagnez davantage. Laissez-moi vous poser une question. Aspirez-vous à réussir dans la vie? Tout comme vous pouvez apprendre des matières comme les mathématiques, la chimie ou la biologie, vous pouvez également apprendre à réussir. Il y a une nette différence entre réussir et simplement réussir. Par exemple, un joueur de football peut réussir sur le terrain, mais avoir une vie personnelle chaotique. Une telle personne réussit dans son sport, mais pas nécessairement dans la vie. Pour mener une vie bien remplie, vous devez exceller dans plusieurs domaines: personnel, professionnel, financier, familial, social et amical. Cela met en évidence la différence cruciale entre le succès et le succès. Quel est ton but? Recherchez-vous le succès dans un domaine spécifique ou recherchez-vous une réussite globale dans la vie? Partage tes pensées. Si vous voulez réussir, je vous recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin car elle contient des informations précieuses. Creusons plus profondément. Vous pourriez penser que pour réussir, vous devez naître riche. Ce n'est pas vrai. De nombreuses personnes qui ont réussi ont eu une enfance difficile. Au Brésil, 85% des personnes qui se considèrent comme ayant réussi sont issues de milieux modestes. Ils travaillaient souvent pour les autres et traversaient des moments difficiles. Vous n'êtes donc pas confiné à votre passé. Votre histoire est derrière vous et immuable, mais votre avenir est une page vierge. Vous pouvez commencer à le préparer dès aujourd'hui. Comprendre cela peut transformer votre vie, car cela offre un aperçu de l'avenir. Les humains possèdent de manière unique la capacité de transcender leur situation, ce qui signifie recommencer à zéro. Peu importe où vous êtes né, votre éducation ou vos actions passées. Demain est un nouveau départ, une chance de commencer à écrire un nouveau chapitre. C'est l'essence de la transcendance. Cependant, pour y parvenir, nous devons procéder à quelques ajustements. Tout le monde, moi y compris, agit sur la base d'une série de croyances qui entravent souvent notre progression. Ces croyances peuvent ne pas produire les résultats souhaités. Lorsqu'une croyance ne sert plus son objectif, elle devient obsolète. Abandonnons les croyances dépassées qui ne contribuent pas à notre croissance. Pas besoin de réinventer la roue. La clé est d'accélérer votre chiffre d'affaires car d'autres avant nous ont étudié et identifié les habitudes des millionnaires et des personnes qui réussissent, non seulement en termes de richesse mais aussi dans les domaines familial, de santé et autres. Tout d'abord, nous devons évaluer votre niveau d'estime de soi. Pour ce faire, je vais vous fournir un questionnaire avec des questions simples par oui ou par non. Nous évaluerons 5 domaines clés de votre vie.
la santé, la famille, les finances, la vie professionnelle et les amitiés. Pour chacun de ces domaines, vous attribuerez une note de 1 à 10. Ensuite, nous additionnerons ces notes pour voir où vous vous situez. Commençons par la santé. Pensez aux personnes dans la trentaine qui ne semblent jamais tomber malades. Pensez plutôt à ceux qui tombent fréquemment malades. Évaluez votre propre santé. Si vous êtes une personne qui tombe rarement malade et qui se sent généralement bien, vous devriez vous attribuer une note de 10. En revanche, si vous vous sentez fréquemment malade, vous pourriez vous attribuer une note de 1. Par conséquent, votre note doit être comprise entre 1 et 10, selon la façon dont vous percevez votre santé. Si vous avez des habitudes telles que fumer, boire excessivement ou prendre des drogues illicites, celles-ci réduiront naturellement votre score. Réfléchissez profondément et attribuez une note qui, selon vous, représente fidèlement votre santé. Passons maintenant à votre famille. Par famille, j'entends votre famille immédiate. Parents, enfants, frères et sœurs, belle-famille, etc. Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous votre vie de famille? Si vous avez une famille harmonieuse et idéale et que vous ne souhaitez rien changer, notez-lui 10. Vous lui avez déjà attribué votre note de santé. Maintenant, faites de même avec votre famille. Ensuite, considérons votre vie financière. Regardez votre compte bancaire. Si vous perdiez votre emploi aujourd'hui, ou si un événement inattendu survenait, combien de temps pourriez-vous maintenir votre style de vie actuel? Ce concept est connu sous le nom de fonds d'urgence, qui mesure combien de jours vous pouvez maintenir votre niveau de vie sans revenu. Avez-vous accumulé suffisamment de richesses pour faire fructifier votre argent? N'oubliez pas que l'argent peut être un excellent serviteur, mais aussi un terrible maître. Si votre argent fonctionne pour vous, tant mieux. Mais si vous travaillez constamment pour de l'argent, il est temps de changer. Évaluez votre santé financière sur une échelle de 1 à 10. Maintenant, évaluez votre vie professionnelle. Voici une question simple. Si vous gagnez $1 million à la loterie demain, conserveriez-vous votre emploi actuel ou changeriez-vous de carrière? Si vous restez dans votre emploi actuel, cela indique que vous êtes en parfaite harmonie avec votre vie professionnelle et méritez un 10. Si vous comptez anxieusement les jours jusqu'à la retraite, cela suggère une insatisfaction et pourrait être noté plus près de 1 ou 2. Nous avons déjà évalué la santé, la famille et les finances. Il est désormais temps de qualifier votre vie professionnelle. Enfin, examinons vos amitiés. Je ne parle pas de simples connaissances, mais de vrais amis en qui vous pouvez avoir confiance. Sur qui pouvez-vous compter en cas de besoin? Si vous mouriez aujourd'hui, qui assisterait certainement à vos funérailles? C'est un bon moyen de mesurer la qualité et la quantité de vos amitiés. Évaluez cet aspect de votre vie de 1 à 10. Parfois, avoir moins d'amis de qualité est plus précieux que d'en avoir de nombreux occasionnels. Maintenant que vous avez évalué votre santé, votre famille, vos finances, votre vie professionnelle et vos amitiés, additionnez ces 5 notes. Pour illustrer, disons que j'ai attribué à chacun de ces domaines une note de 7. En ajoutant 7 5 fois, j'obtiens un total de 35. Je multiplie ensuite ce nombre par 2, ce qui équivaut à 70. Cela signifie que je fonctionne à 70% de mes forces. Amour-propre. Potential. Allez-y, et calculez votre total. Additionnez les 5 notes et multipliez-les par 2 pour comprendre d'où vous venez. Supposons donc que si je viens d'un groupe de 70%, cela signifie que j'utilise 70% de mon estime de soi, 70% du potentiel de mon âme. Si je prends maintenant ce potentiel et que je l'augmente à 72, 73, cela fait une différence absurde dans le résultat. Une petite différence de performance entraîne une énorme différence de résultat. Un exemple de ceci est un cheval qui arrive en premier par rapport à un cheval qui arrive en deuxième. La différence est un nez. C'est juste une petite différence. Le nez du premier cheval a franchi la ligne d'arrivée un peu avant celui du second, mais réfléchissez Y. Le premier restera dans les mémoires pour toujours et remportera le prix et sera très apprécié, et le second n'est qu'une différence de nez. Personne ne se souviendra de qui est arrivé deuxième. C'est parce qu'il y avait une différence de quelques centimètres, des fractions de seconde. Alors, apprenez qu'une petite différence de performance fait une énorme différence dans les résultats. Un individu pauvre et sans succès est comparé à un individu millionnaire et prospère. Il se lève à peu près à la même heure, il se couche à peu près à la même heure,
donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre l'un et l'autre. Mais que fait-on? Ce sont des petits détails réalisés constamment, de manière stratégique, qui font la différence. Vous découvrez alors que vous travaillez à 60% de votre estime de soi. Ensuite, vous me demandez, Dr Eden, comment puis-je aller mieux? Vient ensuite un point crucial. Je vais vous montrer 3 choses que vous devez faire. La première chose est que vous développiez une capacité de visualisation, non pas de ce que vous ne voulez pas, mais de ce que vous voulez. Si vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas au lieu de vous concentrer sur ce que vous voulez, c'est comme si vous conduisiez une voiture en regardant dans le rétroviseur. Vous savez d'où vous venez, mais vous ne savez pas où vous allez. Ainsi, Einstein a dit que l'imagination est plus importante que la connaissance. Chaque fois qu'il y avait un conflit entre la connaissance et l'imagination gagnait toujours. Disons que vous travaillez actuellement à 70% de votre potentiel d'estime de soi. Cela signifie que vous utilisez 70% des capacités de votre âme. Augmenter ce potentiel, même légèrement, à 72 ou 73%, peut entraîner des améliorations significatives. Une petite augmentation des performances peut produire des résultats spectaculaires. Prenons l'exemple d'une course de chevaux, où la différence entre la première et la deuxième place n'est qu'un nez. Cette petite différence signifie que le vainqueur sera célébré et rappelé, tandis que le finaliste sera largement oublié. Ce sont ces faibles marges qui peuvent générer des différences substantielles dans les résultats. Lorsque l'on compare une personne en difficulté à un millionnaire, leurs routines quotidiennes peuvent sembler très similaires. Ils se réveillent et se couchent à peu près à la même heure, mais ce sont les petites actions stratégiques cohérentes qui distinguent l'individu qui réussit. Supposons que vous découvriez que vous travaillez à 60% de votre potentiel d'estime de soi. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je améliorer cela? La première étape est cruciale. Développer la capacité de visualiser non pas ce que vous ne voulez pas, mais ce que vous voulez. Se concentrer sur ce que l'on ne veut pas, c'est comme conduire une voiture en regardant dans le rétroviseur. Vous savez où vous étiez, mais vous n'avez pas de direction claire vers où vous allez. Comme le disait Einstein, l'imagination est plus importante que la connaissance. Chaque fois qu'il y avait un conflit entre l'imagination et la connaissance, l'imagination l'emportait toujours. Vous devez apprendre à visualiser la situation que vous souhaitez. Cela doit d'abord exister dans votre esprit. Par exemple, si vous rêvez d'acheter une maison neuve, vous devez visualiser chaque détail, le nombre de pièces, la disposition, les couleurs des murs, la disposition des chambres et des salles de bain, le mobilier et les tapis. Plus votre vision est spécifique et détaillée, plus il sera facile de la créer. Tout dans le monde physique est créé 2 fois, d'abord dans l'esprit de quelqu'un, puis dans la réalité. Regardez autour de vous. Tout objet que vous voyez a d'abord existé dans l'imagination de quelqu'un avant de devenir un objet physique. C'est le processus de visualisation, et c'est simple. Fermez les yeux et concentrez-vous sur ce que vous désirez dans tous les domaines de votre vie. Santé, famille, activités professionnelles et autres aspects importants. Vous devez apprendre à visualiser. La visualisation est la première étape, mais elle ne s'arrête pas là. Depuis que j'ai commencé à parler, il y a eu un dialogue interne continu dans votre tête. Vous êtes d'accord avec certaines choses et en désaccord avec d'autres. Cette conversation, cette voix intérieure, peut être amicale ou critique. Il peut s'agir de votre voix ou de celle d'un de vos parents. Ce dialogue interne joue un rôle important dans votre vie. Faites attention. Est-ce un soutien ou un jugement? Lorsque des pensées négatives surgissent, vous devez les annuler en disant « Annuler, annuler, annuler ». Pensez également à la manière dont vous vous comportez. Votre posture est le reflet de votre estime de soi. Allez dans un centre commercial et regardez les gens. Certains marchent la tête haute, regardant droit devant eux, tandis que d'autres marchent la tête baissée. Si vous étiez dans une pièce et que des membres de la famille royale entraient, même sans connaître leur statut, vous pourriez les identifier par leur posture digne. Ils marchent debout, habitude inculquée depuis l'enfance, comme s'ils portaient un livre en équilibre sur la tête. Étirez votre corps en imaginant un crochet qui vous relève la tête. Cela étire votre cou, détend vos épaules et vous connecte au flux de l'intelligence universelle, ce qui augmente votre estime de soi. Pour booster votre estime de soi, vous devez maîtriser la visualisation, gérer votre dialogue interne et éliminer les pensées négatives. Cette question est assez importante. Avez-vous déjà pensé que notre esprit génère constamment des images,
qu'elle soit positive ou négative. Par exemple, si je dis « imaginez un éléphant », vous visualisez immédiatement un éléphant. Or, si je vous dis « ne pensez pas à un lion », malgré les instructions, vous finirez par imaginer un lion. Cela se produit parce que le mot « non » n'a pas de représentation directe dans notre esprit. Par exemple, lorsqu'une mère dit « Mon fils, ne dérange pas ta petite sœur », le subconscient de l'enfant l'interprète comme « Tu déranges ta sœur ». La mère se concentre sur ce qu'elle ne veut pas. Au lieu de cela, vous devriez orienter votre demande vers ce que vous voulez, par exemple en disant « Mon fils, s'il te plaît, laisse ta sœur tranquille ». Il est crucial d'exprimer clairement ce que vous voulez, et non ce que vous ne voulez pas. Ce principe s'applique également au dialogue interne. Maîtriser cela rendra cette vidéo incroyablement bénéfique pour vous et vous offrira des avantages à long terme. Si vous comprenez ce que je transmets, commentez « J'ai compris ». Explorons maintenant une autre leçon essentielle. Nous sommes évalués dans la vie en fonction de 3 facteurs. À quoi nous ressemblons, ce que nous disons et comment nous le disons. La façon dont vous répondez à une question affecte considérablement la perception. Imaginez 2 maçons au travail. Si je demande au premier maçon « Que fais-tu » et il répond « Je suis maçon », je pose une brique sur une autre, ça paraît banal. Mais si je pose la même question au deuxième maçon et qu'il répond « Je suis maçon et je construis le Maracanã, le plus grand stade de football du monde, qui durera des générations », la perspective change. Tous deux accomplissent physiquement la même tâche, mais le deuxième maçon a une vision au-delà du travail immédiat. Cette perspective plus large signifie que vous êtes susceptible de progresser au-delà du simple métier de maçon. Ensuite, considérez l'apparence. Cela influence considérablement la façon dont les autres vous perçoivent. Si vous aspirez à jouer pour Flamengo, vous ne porterez pas l'uniforme de Fluminense. De même, si vous souhaitez rejoindre l'armée, il serait inapproprié de vous présenter en short et en débardeur. Vous devez vous habiller convenablement pour l'occasion. Par exemple, si je donnais cette conférence dans une église, je ne serais pas en short ni en tongs. Je m'habillerais d'une manière qui reflète le succès parce que l'apparence compte. Ils vous jugent sur la façon dont vous vous présentez. L'apparence est cruciale. De plus, vous êtes jugé sur ce que vous dites. Tant que vous restez silencieux, personne ne peut mesurer votre intelligence. Mais une fois que vous avez parlé, surtout si vous dites quelque chose de stupide, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Un mot prononcé, comme une flèche tirée, ne peut être récupéré. Par conséquent, si vous ne savez pas quoi dire, il est souvent plus sage de garder le silence. Les sages sont souvent respectés pour leur modération dans leur discours. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais aussi de la manière dont vous le dites. 2 personnes peuvent exprimer le même sentiment, mais l'impact peut être très différent. Le dicton « le chanteur est plus important que la chanson » est vrai. Un chanteur bien aimé peut faire résonner profondément une chanson, tandis que la même chanson interprétée par quelqu'un que vous n'aimez pas n'aura pas le même effet. Par conséquent, soyez conscient de ce que vous dites, de la manière dont vous le dites et du moment choisi pour vos paroles. Voici un autre élément de sagesse crucial pour vous. Imaginez que vous préparez un gâteau. Ce gâteau n'est pas fait uniquement avec de la farine, juste du beurre ou seulement des œufs. Chaque ingrédient est vital, mais aucun ingrédient n'est suffisant. Le « gâteau du succès » dont nous parlons nécessite 6 ingrédients clés: l'estime de soi, la communication, les objectifs, l'attitude, le travail et l'ambition. Ces éléments, combinés à la patience et à la persévérance, les caractéristiques d'un professionnel, créent les bases du succès. Contrairement aux amateurs qui souhaitent des résultats immédiats, les professionnels comprennent que la nature ne fonctionne pas ainsi. Tout comme l'aube ne se lève qu'une fois la nuit passée, et qu'une graine reste une graine jusqu'à ce qu'elle commence à germer, le chemin vers le succès prend du temps. Il est essentiel de comprendre que vous êtes sur la bonne voie, et que cela prend du temps. Beaucoup de gens font l'erreur d'abandonner trop tôt. La patience et la persévérance sont donc essentielles. Parlons maintenant de l'importance de se fixer des objectifs. Transformer un rêve en objectif est essentiel, et nous devons ensuite apprendre à transformer cet objectif en réalité. Comment transformer un rêve en objectif? Fixer une date précise. Les rêves étiquetés « un jour » ne se matérialiseront jamais. Imaginez que vous avez sur votre étagère un livre poussiéreux que vous envisagez de lire un jour. Cela fait 4 ans et il n'a toujours pas été lu car, un jour,
n'est une date sur aucun calendrier. Pour que les choses arrivent, il faut fixer une date. Lorsque vous dites « un jour, nous ferons cela », cela est indéfini et donc peu probable. Mais une fois que vous fixez une date, cela passe du statut de rêve à celui d'objectif. C'est à ce moment-là que l'univers commence à s'aligner en votre faveur. Cependant, il ne suffit pas de transformer un rêve en objectif. Il faut encore transformer cet objectif en réalité. C'est une autre étape cruciale. Je tiens à souligner que le but principal d'un objectif n'est pas nécessairement de l'atteindre, mais de vous pousser à l'action. Souvent, quelque chose de plus important peut se produire en cours de route. Voulez-vous une preuve ? Considérez les 3 événements les plus importants de votre vie jusqu'à présent. Pensez à votre mariage, à la naissance de votre enfant ou à une promotion professionnelle importante. Vous avez réussi un examen important, vous avez obtenu votre diplôme universitaire, c'est jalon. Vous vous rendrez compte qu'au moins 2 ou 3 de ces événements importants n'étaient pas prévus. Vous ne vous êtes pas réveillé un jour et avez décidé de rencontrer quelqu'un, de tomber amoureux et de l'épouser. C'est arrivé naturellement. Vous êtes allé quelque part, avez rencontré quelqu'un, êtes tombé amoureux et vous vous êtes marié. De même, considérez votre emploi actuel. Vous êtes-vous réveillé un jour et avez-vous décidé « Aujourd'hui, je serai un employé de cette entreprise » ? Non, vous avez vu une annonce ou quelqu'un vous a recommandé le poste. Vous êtes allé à un entretien, avez envoyé votre CV, avez été embauché et un jour, quelqu'un vous a appelé et vous a dit « Vous commencez à travailler demain ». C'est fascinant de voir comment la vie évolue. Avoir des objectifs vous fait avancer, mais il est essentiel de rester ouvert aux opportunités inattendues qui peuvent être encore plus importantes que votre objectif initial. N'oubliez pas que fixer une date est crucial. Lorsque vous datez vos rêves, ils deviennent des objectifs réalisables et l'univers commence à s'aligner sur vos aspirations. Les objectifs sont essentiels pour nous propulser vers l'avant, mais notre esprit doit également être ouvert à de plus grandes possibilités. Souvent, des opportunités plus importantes se présenteront que celles sur lesquelles nous nous sommes initialement concentrés. Il est essentiel de rester flexible et de diversifier vos objectifs. Évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier, car si ce panier est perdu, tout part avec. Prenons par exemple le rôle de mère, qui est sans aucun doute le métier le plus noble sur Terre. Se consacrer entièrement à la maternité est un choix louable. Cependant, considérez le risque. Les enfants grandissent et finissent par partir pour suivre leur propre vie. Cela peut conduire au syndrome du nid vide, dans lequel une mère qui a consacré toute sa vie à ses enfants ressent un profond vide lorsqu'ils partent. Il est donc essentiel d'avoir des objectifs variés, financiers, professionnels, sociaux, familiaux et de santé. À quoi ça sert de gagner beaucoup si on subit une crise cardiaque à 40 ans ? Vous ne pouvez pas emporter la richesse dans la tombe. Le cercueil n'a ni tiroir ni poche. Alors pourquoi accumuler de l'argent sans profiter de la vie ? Les objectifs de loisirs sont tout aussi importants. Diversifiez vos objectifs et souvenez-vous-en quotidiennement, pas seulement le soir du Nouvel An. Dans certaines cultures, les gens utilisent une poupée Daruma pour rappeler leurs objectifs. Ils peignent un œil de la poupée lorsqu'ils se fixent un objectif, comme acheter une nouvelle maison, et le placent dans un endroit visible. Chaque fois qu'ils voient la poupée, cela leur rappelle leur objectif. Lorsque l'objectif est atteint, l'autre œil est peint. Ce rappel visuel aide à garder l'objectif concentré. Imaginez poursuivre une carrière simplement parce que vos parents le souhaitent. C'est une erreur. Si vous voulez étudier la médecine, que ce soit parce que c'est votre rêve, pas celui de vos parents. Les objectifs doivent être personnels et véritablement souhaités. En réfléchissant à l'histoire, pensons au Japon en 1945. Après la dévastation d'Hiroshima et de Nagasaki, 40% du pays a été détruit. Aujourd'hui, le Japon est l'une des 5 premières économies mondiales. Cette transformation est due à la philosophie Kaizen, qui signifie amélioration continue. Quand quelqu'un dit « Je ne veux rien d'autre dans la vie », c'est comme dire « Je suis prêt à mourir », car la vie est une question d'apprentissage. Au passage, les questions qui seront posées seront « Qu'avez-vous appris ? Comment avez-vous rendu le monde meilleur ? Et, avez-vous contribué plus que ce que vous avez reçu ? Avant de vous coucher chaque soir, demandez-vous, ai-je contribué plus que ce que j'écoutais aujourd'hui ? Cette pratique, répétée quotidiennement, s'accumule avec le temps. La vie est une série de bonjours et d'au revoir. Pour embrasser un nouveau départ, vous devez abandonner le passé.
La première salutation significative de votre vie a été votre naissance, où vous êtes arrivé en pleurant et où votre entourage souriait. L'idéal est que lorsque vous quittez ce monde, vous soyez souriant, satisfait, tandis que d'autres pleurent votre départ. Ce voyage implique 6 ingrédients essentiels: l'estime de soi, la communication, les objectifs, le travail, l'attitude et l'ambition. La patience et la persévérance distinguent le professionnel de l'amateur. Concentrez-vous sur vos forces plutôt que de vous soucier des faiblesses, car les forces éclipseront les faiblesses. Si vous n'êtes pas préparé, même une offre lucrative ne sert à rien. Par exemple, si vous ne parlez pas allemand, une proposition d'enseigner l'allemand en Allemagne n'a aucun sens. La préparation est la clé. Lorsque l'opportunité se présente, et elle apparaît souvent comme un défi, être préparé est ce que les gens appellent la chance. Essentiellement, la chance est la convergence de la préparation et de l'opportunité. Ceux qui attendent passivement que quelque chose se passe se rendront compte que rien ne se passe. Préparez-vous à affronter la grande opportunité. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, commentez, c'est le secret de la vie. En laissant ce commentaire, je saurai que vous étiez avec moi tout au long de la vidéo, démontrant votre persévérance et votre patience. Cette qualité vous rapproche du succès que ceux qui n'ont pas fini de le voir. Maintenant, je suppose que vous êtes impatient d'élargir encore plus vos connaissances, n'est-ce pas? Par conséquent, sur votre écran, vous trouverez une vidéo dans laquelle je vous guiderai sur la façon de passer de la pauvreté à la richesse en 6 mois. Cliquez dessus et commencez à regarder maintenant.